Ce concept Ceux qui sachent, c'est un format un petit peu hybride que vous allez retrouver parfois en podcast, sur le podcast L'interview à la table, ou des fois en vidéo sur cette chaîne YouTube ou sur mon autre chaîne YouTube. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, je serai en discussion avec quelqu'un qui sait mieux quelque chose que moi et qui va nous permettre, à vous comme à moi, de découvrir en profondeur un sujet. Et pour ce premier épisode, c'est la conversation entière que j'avais eue avec le docteur Jonathan Moussa lorsqu'on avait parlé du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Jonathan, merci d'être avec nous. On se tutoie, j'ai eu ton autorisation écrite de ça. Oui, tout à fait, écrite. Non, mais c'est le premier truc que je t'ai demandé quand t'es arrivé, c'est est-ce que je t'appelle docteur, est-ce que je te tutoie? Non, Jonathan, c'est très bien. J'ai encore ce truc de l'ancienne école de les docteurs, ils ont fait des grosses études, on va les respecter. Le sujet du jour, c'est le TDA avec ou sans H. La vidéo, elle a un titre un peu sexy, un peu provocateur de est-ce qu'on est tous TDAH aujourd'hui? Est-ce que c'est à la mode? On va avoir le temps de parler de tout ça. Je te sens déjà te crisper. Ouais, ça y est, tu vois, sur certains termes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, comme tu le peux, hein, tu peux le vulgariser assez court ou tu peux t'étaler dessus, ce qu'est le TDA avec ou sans H? Alors, TDAH, déjà, c'est un terme qui signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Enfin, l'hyperactivité est optionnelle et c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est un trouble qui se manifeste dans le développement neurologique d'un individu, donc dans l'enfance. Okay. Ça fait partie des critères du diagnostic. Et ce TDAH se manifeste par des symptômes de déficit d'attention, de troubles de régulation de l'attention plus précisément, d'hyperactivité, d'impulsivité. Et c'est sur le plan physiologique, un déficit ou un trouble dans la transmission de la dopamine. Okay. Au niveau cérébral, la transmission de la dopamine et du circuit de la récompense est un petit peu modifiée et qui entraîne des symptômes de ce type-là. Ok. Moi, j'avais fait un peu de recherche dessus, donc j'étais déjà très étonné de voir l'impulsivité dedans, qui est rentrée dans les critères. Je ne me l'étais pas forcément formulé comme ça. Et ce qui est un peu passionnant là dans ta réponse, c'est le côté, c'est une explication physiologique en fait, et pas une explication environnementale finalement. Est-ce que l'environnement peut te rendre TDA? Alors te rendre, non. Voilà. On n'a pas de cause qui déclenche un TDAH. Le TDAH, on a réussi quand même à identifier des facteurs prédisposants, des facteurs de risque de TDAH. Le premier, le principal étant la génétique. C'est un trouble qui est extrêmement héréditaire. Il a un taux d'héritabilité de 65 à 75%. Ah oui, c'est 3 fois sur 4, la pièce, elle peut retomber. Quand on diagnostique quelqu'un, généralement, dans l'entourage, on en trouve au moins un autre, dans les parents, les frères et sœurs ou les enfants. Les autres facteurs prédisposants sont tout ce qui a attrait à l'accouchement, autour de la maternité et de l'accouchement. La consommation de substances pendant la grossesse de la mère, les accouchement difficiles, en fait, tout ce qui entraîne une hypoxie cérébrale, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans le cerveau du bébé. Comme tu dis que c'est lié vraiment au développement neurologique, tout à fait. Ça s'explique. Et un des grands facteurs de risque aussi, c'est la prématurité. Plus la prématurité est profonde, plus on a un risque de trouble du neurodéveloppement. Parce qu'il n'y avait pas la maturation nécessaire. Exactement. Et l'environnement entre un petit peu en jeu, mais plutôt en termes d'épigénétique. Oui, en fait, il va appuyer, il va être le starter d'un truc qui était latent, quoi. Mais il n'y a rien qui déclenche un TDAH. Ni les écrans, ni l'alimentation, ni le manque de tendresse dans l'enfance sont des facteurs prédisposants, mais il n'y a rien qui a une relation de causalité avec le TDAH. Je crois que ça fait partie des éléments les plus pertinents qu'on a dès le début de cette vidéo et qui sont des espèces d'idées reçues. Tu vois, aujourd'hui, tu entends à force de scroller sur les écrans, à force de jouer aux jeux vidéo, on entendait aussi avant, à force de regarder la télé. C'est normal qu'il ait un trouble de l'attention. Alors, il peut avoir un déficit de l'attention, une capacité moindre à se concentrer parce que X ou Y raison. Je sais aussi que quand vous faites les diagnostics de TDAH, vous prenez aussi en compte est-ce que l'enfant, par exemple, est dans une situation stressante, un divorce, par exemple, en ce moment, et la durée aussi des symptômes. Je ne sais pas si on dit symptômes. Oui, symptômes. On considère quoi, qu'il faut quelques mois de régularité dans le problème? Tout à fait. Donc, il y a 2 critères temporels dans le TDAH. Il y a une durée minimum de 6 mois pour poser un diagnostic. C'est-à-dire que les symptômes doivent poser un problème ou un retentissement négatif pendant au moins 6 mois. Et surtout, doivent être présents avant l'âge de 12 ans. Ok. Ça, c'est très important pour nous.
si tu as une vie d'enfant et d'adolescent stable et normale, Oui. et que tu as ce genre de problème à l'âge adulte pendant même quelques mois, il y a de fortes chances que ce soit pas ça et que ce soit plus environnemental. Exactement. En fait. Okay. Exactement. C'est fort probable, en tout cas, ça remet fortement en question le diagnostic de TDAH, puisque c'est pas un trouble qui apparaît à l'âge adulte. C'est des questions qui ont été soulevées sur le plan scientifique, notamment avec le ADHD, Adult Onset ADHD. On considère que c'est une entité qui n'existe pas vraiment. Étant donné que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, il s'est développé durant le développement, donc dans l'enfance, et persiste à l'âge adulte, dans 2/3 des cas à peu près. Ok, c'est énorme. Ouais, 2/3 des cas, mais il n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de nulle part. Parfois, on le découvre à l'âge adulte. Oui, c'est autre chose. On le diagnostique tardivement, mais il était existant. En fait. Mais lorsqu'on n'a pas de critères factuels, pas de souvenirs du patient, de ses parents, pas de carnet scolaire qui atteste de ces symptômes-là, pour nous, ça remet fortement en doute le diagnostic et on va chercher quelque chose d'autre. Oui. Des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Qui est tout aussi pertinent, même plus, parce que là, on touche à la vraie cause. Tout à fait. Tu dis 2/3 qui persistent, donc ça veut dire qu'il y a 1/3 qui se règle tout seul ou par l'accompagnement ? Oui, c'est-à-dire qu'ils sortent de la case du trouble. Ok. C'est-à-dire que dans le développement cérébral de l'individu et psychosocial, les symptômes ne vont plus avoir un retentissement négatif et l'individu va développer des mécanismes de compensation. Ouais, ok. Ce qui fait qu'il ne sera plus du tout embêté et il n'aura plus du tout de critères de TDAH. Ok. Ouais, comme on le voit avec d'autres trucs, je pense aux prosopagnosiques, tu sais, qui n'arrivent pas à encoder les visages des gens. Oui. Et il y en a après, avec le temps, ils sont pleins de stratégies en fait, qu'ils ont mis en place par survie sociale. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. On parle donc d'hyperactivité aussi. C'est quoi la différence entre un TDA et un TDAH ? Alors, gros critère différenciant. La présence de l'hyperactivité. Donc, il court partout dans une pièce en rond. Chez l'enfant, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça peut être ça. D'ailleurs, quand je reçois des enfants avec un TDAH en consultation, c'est ça. Hein. Ouais. Mais littéralement, ils passent sous le bureau, ils se roulent par terre. On est vraiment dans le cliché. Ça peut aller jusque-là. Chez l'adulte, ça a tendance à s'internaliser. Et l'hyperactivité motrice, elle devient plutôt un sentiment d'agitation permanent ou un besoin de taper sur la table, de bouger les pieds, de bouger les mains. Et puis, une difficulté à rester tranquille. Plutôt dans l'agitation. Ouais. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est la présence ou non d'hyperactivité, qui peut être mentale ou motrice. Sachant que le terme de TDAH n'est pas un terme forcément adapté au trouble. D'accord. Parce que, comme on le disait, il ne se cantonne pas au déficit d'attention et à l'hyperactivité. Il y a beaucoup d'autres symptômes qu'on commence de plus en plus à comprendre. Et il est probable qu'on change même de terme. Ok. Oui, parce que c'est trop limitant, en fait. Exactement. Exactement. Et on a des mauvaises pensées, des mauvais préjugés qui arrivent quand on parle de TDAH. Ouais. On pense à ce que tu dis, quelqu'un qui court partout. Et si on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas comme ça, on va se dire non, il n'a pas un TDAH. Oui, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le problème dans la société d'avoir l'impression soit d'être en capacité de s'auto-diagnostiquer, qui est sûrement un premier problème, est-ce qu'il est très conséquent ou pas, ça j'en sais rien, soit notre capacité à diagnostiquer nous-mêmes si quelqu'un l'est selon nous ou ne l'est pas aussi selon nous quand il nous dit qu'il l'est. C'est quoi, ça vient d'un manque d'information ou tu crois que c'est peut-être, je donne des éléments de réponse, mais un peu lié à Internet aujourd'hui qui nous donne plein de morceaux de connaissances mais qu'on ship un peu n'importe où, tu vois. Toi, par exemple, tu as une chaîne Instagram, YouTube, TikTok que je vous recommande vivement où on a un expert qui nous parle que de son sujet de prédilection. Donc, ça reste une source fiable d'information. Mais en général, on ne fait pas des vraies recherches. On chope des bribes à droite, à gauche et puis on s'en fait une conclusion. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans l'autodiagnostic ou le diagnostic qu'on fait aux autres, nous-mêmes ? Oui, l'autodiagnostic, c'est très problématique. C'est un vrai sujet, parce qu'on le voit de plus en plus, notamment sur les réseaux. Et on peut le mettre aussi en rapport avec l'effet Barnum. Parce qu'il suffit de lire quelques bribes d'informations, on s'identifie, on se dit « Ah, ça y est, moi aussi, j'ai un TDAH. » Et je suis HPI. Et je suis HPI, et je suis ça. Et, voilà. Et je suis allergique au pollen. Exactement. Et j'ai une maladie cœliaque, et je suis intolérant au gluten. Et voilà. Bon, mais ça pose un vrai problème, l'autodiagnostic, sur 2 plans. Pourquoi ? Parce que le premier, la base, c'est que les symptômes du TDAH ne sont pas spécifiques.
C'est-à-dire que les symptômes de quelqu'un... Il n'y a pas un quelqu'un... symptôme qui n'appartient qu'au TDAH. Exactement, Ouais. exactement. Et ce sont des symptômes que tout le monde va rencontrer au moins une fois dans sa vie. Tout le monde va avoir des troubles d'attention, des troubles d'hyperactivité, des troubles d'impulsivité, mais souvent, en termes d'intensité et de fréquence, ils vont être beaucoup plus réduits que dans le TDAH. Donc, quand quelqu'un qui a un TDAH parle de son trouble, parle de ses symptômes, les gens s'identifient. Ouais. Mais moi aussi, je suis comme ça. Ah oui, moi aussi, pur je effet fais ci, Barnum. moi aussi, je fais ça. Pur effet Barnum. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, ça, je le vois moi en consultation quand des adultes viennent chez moi pensant qu'ils ont un TDAH, parce que je fais des entretiens de diagnostic, et plus d'une fois sur deux, c'est pas un TDAH. Ok. Vraiment. Ok. Et j'en reviens au deuxième problème, c'est que comme les symptômes du TDAH ne sont pas spécifiques, on a l'impression qu'on a ça, mais il y a beaucoup d'autres troubles qui donnent les mêmes symptômes. Ouais. Et on peut le confondre avec d'autres troubles. Les plus fréquents, c'est les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles du sommeil. On a des syndromes d'apnée du sommeil où les gens pensent qu'ils ont un TDAH. Et en plus, ce qui est problématique, c'est au-delà du fait de se croire quelque chose qu'on n'est pas, donc ça sert à rien, c'est qu'en plus, on s'évite un accompagnement, parce que j'imagine que vous savez tous gérer des troubles du sommeil, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, enfin de la dépression, etc. Et autant être bien diagnostiqué pour pouvoir solutionner ça, quoi. Tout à fait. Le TDAH, comment il s'accompagne d'ailleurs ? Il s'accompagne par de la thérapie comportementale, par des médicaments. Alors, j'imagine que je te pose des questions très génériques et qu'à chaque fois que tu as envie de me dire « ça dépend », est-ce qu'il doit y avoir 1000 nuances, hein, ça dépend, exactement, ça dépend. Alors, je vais te dire une chose, ça dépend parce qu'il y a la théorie et la pratique. En théorie, la prise en charge du TDAH, c'est une approche qu'on appelle multimodale, globale en fait. On veut prendre en charge les symptômes et le retentissement des symptômes par une modification du train de vie, du mode de vie, donc avec de l'activité physique, un rééquilibrage alimentaire, parfois de la méditation, de la pleine conscience, de la psychothérapie, du coaching, etc., etc. Et si c'est nécessaire, un traitement médicamenteux. Okay. En pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre parce qu'on a du mal à accéder à tous ces soins, surtout rapidement. Ouais. Ce qui pose un gros problème chez l'enfant, où on ne peut pas se permettre d'attendre 2-3 ans, surtout dans la phase de développement. C'est des cas qu'on rencontre en pratique. On diagnostique un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui est en difficulté. On ne peut pas se permettre d'attendre 3 ans pour avoir une prise en charge optimale. Et parce que après, il va rater ses études, il va redoubler, il va avoir une estime de lui-même qui va c'est ce que j'avais parlé, moi, de l'estime de soi. Chuter parce qu'il est constamment en échec. Et je suis nul, j'y arrive jamais. Et surtout s'il est dans un environnement qui ne comprend pas le TDAH et qui vraiment va être en opposition face à l'enfant, ça peut être extrêmement délétère. Ça, c'est la théorie. On aimerait faire cette prise en charge-là. On n'arrive pas souvent. Donc, la solution de facilité, entre guillemets, c'est de passer aux médicaments. Ouais. Parce que c'est disponible tout de suite. Et parce que ça calme les symptômes. Ouais. On parlait tout à l'heure on est tous un peu TDAH. Alors, entre guillemets, oui, on est tous un peu TDAH, parce qu'on a tous ces symptômes-là un petit peu. Le problème du TDAH, c'est que la sévérité et l'intensité des symptômes, elle est au-dessus de la norme. Il faut considérer que c'est une courbe de Gauss. Ok. Ouais. Et la sévérité et l'intensité des symptômes dans le TDAH, on est vraiment à l'extrême. Dans les deux extrêmes. Hein. Ok. Et ça switch de l'un à l'autre. Le médicament va permettre de réduire un petit peu l'intensité, la sévérité, et on va repasser dans la norme de la courbe de Gauss. Mais ça ne traite pas la cause, ça ne permet pas d'acquérir des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, et de rééquilibrer son mode de vie. Donc, c'est un pansement. Ouais, je comprends. C'est une béquille qui permet de passer les moments difficiles, mais tout seul, ça n'a pas vraiment d'intérêt si on ne prend pas en charge de façon globale. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette mauvaise gestion de la dopamine du cerveau à ce moment-là Non, spontanément, t'as pas une clé magique où tu dis « Ah oui, pour la dopamine, on lui fait ça et comme ça, on lui remet un fonctionnement normal. » Notre pauvre ami. Le sport. Ouais, le sport. C'est ce qui marche le mieux, le sport. Oui. Ouais, mais on n'a pas de baguette magique pour ça. Non, mais le sport est intéressant parce qu'on a la libération d'endorphines au bout de 40 minutes d'effort, tout ça. Donc, il y a aussi... moi, je fais un peu de course. La plus petite course qu'il soit, même 5 km, tu franchis la ligne, t'es refait pour 15 jours. Ah oui, clairement. Donc, il y a ça. Ouais, ça, c'est très intéressant. Et tu parlais, par rapport à la courbe de Gauss, où tu disais ça passe de l'un à l'autre.
Est-ce qu'il y a un petit côté maniaco-dépressif chez le TDAH? Parce que je me souviens d'un de tes posts Instagram où tu disais on peut alterner entre faire 6 fois du sport dans la semaine et 3 mois sans sport, et que c'est un peu l'un ou l'autre. Oui, exactement. Ouais. Alors, maniaco-dépressif, non. Parce que si Bien sûr, ouais, la définition médicale, c'est absolument pas ça. C'est vrai que c'est une idée qu'on a en tête que le bipolaire, il change dans la même journée, plusieurs fois dans la même journée. Alors que ce sont des périodes qui sont longues dans le temps, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas du tout un comportement bipolaire. On dit plutôt que c'est cyclotimique. Oui, bien sûr, ouais, c'est le fameux spoilé où tu rigoles et 2 minutes après tu exactement. pleures. Ouais. C'est exactement ça. J'ai oublié ta question. La question, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont un peu maniaco-dépressifs? Non, mais est-ce qu'ils avaient vraiment pas tendance à avoir ce comportement de là, je me mets à fond sur quelque chose et j'y touche plus pendant des semaines, voire des mois, plutôt que d'être un peu irrégulier comme on l'est tous sur des domaines, quoi. On en revient toujours à la dopamine. On va parler beaucoup de dopamine aujourd'hui. C'est que quelqu'un qui a un TDAH a une sensation de manque de dopamine. C'est pas un déficit physiologique en dopamine, mais il va avoir un comportement qui va rechercher des shoots de dopamine. Donc, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est passionnant pour lui, il va se lancer à fond dedans avec un déficit d'inhibition qui fait partie des symptômes. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à se réguler. Et on observe souvent chez les patients qui ont un TDAH des passions éphémères. Mais des vraies passions, mais qui peuvent durer 2-3 semaines. Mais comme un vrai passionné, à faire des nuits blanches, à acheter tout le matériel qui peut coûter des milliers d'euros. Et ensuite, ça nous intéresse plus, on passe à autre chose. Parce que c'est un critère qui m'a pas choqué, mais étonné. Je ne m'attendais pas à le voir dedans, tu vois. Ça se traduit comment comment on détecte l'impulsivité d'un enfant, par exemple? C'est quoi? Il coupe la parole, il gigote beaucoup. Et, tu vois, j'arrive pas à faire la différence entre impulsivité et hyperactivité, quoi. C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que, notamment dans les critères diagnostiques, ça fait partie de la même case. Hyperactivité / impulsivité. Alors que ce n'est pas la même chose. L'impulsivité, nous, on l'a décrit comme un déficit d'inhibition. Donc, une intrication avec les fonctions exécutives. Tu parles dans ton livre. C'est pour ça que les symptômes du TDAH et les fonctions exécutives sont intriqués. On a rarement TDAH sans dysfonctionnement exécutif. Mais l'impulsivité en soi, donc c'est un déficit d'inhibition. On n'arrive pas à s'empêcher d'eux. C'est-à-dire que ça provoque quelqu'un qui coupe la parole aux gens parce qu'il n'arrive pas à attendre. Il n'arrive pas à attendre son tour. Il va finir vos phrases à votre place parce qu'il veut que ça aille plus vite. Une aversion de l'attente, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à attendre. Faire la queue, les embouteillages, c'est impossible. Donc, quelqu'un qui a un TDAH sévère, il rentre dans un magasin, il a besoin d'acheter un truc. Aujourd'hui, s'il y a une longue file d'attente, il retourne. Il s'en va. Demi-tour. Il reviendra plus tard. Notamment, surtout les hommes, ils roulent en moto. Ils supportent pas les embouteillages parce que attendre, c'est impossible. Ça, c'est la première partie de l'impulsivité. La deuxième, c'est l'impulsivité émotionnelle, qui va avec le trouble de régulation des émotions. On va avoir quelqu'un qui va avoir des accès de colère, une irritabilité assez prononcée, qui peut vite monter en pression et qui part au quart de tour. Dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, ça et qui peut vriller vraiment sur un mot, un truc, une petite contrariété qui peut faire une crise de colère. Par exemple, un truc qui, nous, dans notre vie courante, j'essaie de bien le comprendre, nous ferait un petit pic de vexation, par exemple, mais bon, on passe à autre chose. Là, ça peut créer un drama, quoi. Un vrai drame. Moi, j'ai des patients, ils sont tellement impulsifs qu'ils ont des violences physiques. Vraiment. Ça parle loin. Quelqu'un qui coupe une priorité, il sort de la bagnole. Ils veulent frapper physiquement, quoi. J'ai des patients qui se sont fait virer à cause de ça. Oui, donc ils ont tapé leur patron, ils ont tapé les collègues. Ça passe la case de peut-être je suis très énervé, mais j'analyse les conséquences et j'ai pas envie de perdre mon travail, donc je vais me calmer. Non. L'impulsivité, elle ne passe pas par le raisonnement, par le conscient. C'est vraiment quasiment un automatisme. C'est une action ou une parole réflexe. On est notamment dans la parole, les gens regrettent ce qu'ils disent après coup, parce que ça sort sans qu'ils le contrôlent. Et le dernier point de l'impulsivité, c'est donc ne pas arriver à s'empêcher de faire des conneries, quoi. Donc au volant, sexuellement parlant, avec les consommations de substances, il y a toutes les conduites à risque qui rentrent dans l'impulsivité pour nous. C'est quelque chose qu'on va rechercher systématiquement. Donc ce sont des patients qui ont quasiment
toujours des problèmes avec leur permis, des problèmes d'addiction, des problèmes avec la justice, qui ne payent pas leurs factures, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si, je ne crois pas que le TDAH soit considéré comme un handicap, mais si tu vois, j'en étais pas sûr. J'allais dire, c'est à minima handicapant dans ta vie sociale, quoi, mais c'est considéré comme un handicap aujourd'hui. Okay. Alors, pas chez tous les patients. Oui, c'est toujours dans les degrés. Si, maintenant, c'est reconnu comme handicap. Ok. Et notamment chez les enfants, on peut passer par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et on peut avoir reconnaissance de travailleurs la RQTH, ce qu'on appelle ça. Reconnaissance de travailleurs handicapés, des aides, et notamment des allocations handicap pour un TDAH. Bon, il faut prouver que le retentissement soit sévère. Bien sûr. Parce que c'est vrai que la prévalence du TDAH, elle est quand même assez importante. On est à 3% à peu près de TDAH chez l'adulte. Tous n'ont pas un TDAH sévère qui entraîne un vrai handicap, mais ça peut aller jusque-là. Ah oui, non, mais c'est assez passionnant. Tu disais que tout à l'heure, tu as à peu près une consultation sur 2 adultes qui se solde par c'est pas un TDAH, mais on a une autre piste, on est en train de comprendre. Je trouve ça presque positif parce que je me dis, ça veut dire que quand même, il y a beaucoup de gens qui consultent en se posant la question pour que ça vienne trancher ou orienter. Est-ce que c'est positif d'avoir autant de diagnostics négatifs, entre guillemets? Alors pour moi, oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une peur qui flotte comme ça depuis plusieurs années, c'est le surdiagnostic. Ouais. On a l'impression qu'on diagnostique tout le monde et que dès qu'il y a le moindre symptôme qui peut ressembler à un TDAH, on pose un diagnostic, on lance un traitement, etc. Moi, j'essaie d'éviter ça dans ma pratique. Je pense que tous mes confrères aussi. Parce que déjà, se tromper de diagnostic, ça peut être catastrophique. Mais comment te dire, les patients sont ouverts quand même à cette discussion. Même ceux qui viennent convaincus d'avoir un TDAH. Quand on explique bien les choses, ils acceptent. Il y en a qui viennent chercher le label et du coup, tu es obligé de prendre un peu de gants, de dire alors attends, je sais que tu étais persuadé d'eux, mais... Écoute, c'est ce qui se dit, mais moi, j'en ai quasiment jamais eu. Ah, c'est bien, c'est une super nouvelle en vrai. Tu vois, ça brise un peu, par le biais de ton expérience en tout cas, une idée reçue, quoi. Avec mon expérience personnelle, c'est pas de la science, mais j'ai pas vu ça dans ma pratique. C'est ça, je te dis au moins par le prisme de ton expérience. Mais je me suis demandé, parce que est-ce que les gens qui sont vraiment convaincus d'avoir un TDAH, quoi qu'on dise, est-ce que vraiment ils ressentent le besoin d'aller consulter? Je crois pas. Mais là aussi, c'est peut-être un biais que j'ai. Sauf pour peut-être avoir une prescription de quelque chose. Ouais. Mais moi, j'en ai pas. Les gens qui viennent chez moi, c'est parce qu'ils ont un réel problème. Ils cherchent une solution. Ok. Et il y en a même qui sont soulagés parfois. Quand je leur dis, non, c'est pas ça, c'est un trouble dépressif. Et ça se termine avec un grand soupir de soulagement et enfin je sais ce que j'ai, au moins, je sais pourquoi, je sais le nom de mon problème, quoi. Je sais pourquoi je vais pas bien. Et c'est vrai que c'est un problème qu'on voit quasiment tous les jours en médecine. L'errance diagnostique, l'errance thérapeutique, parce que le patient, il est suivi pendant des mois, voire des années, et lui-même se remet en doute. Écoutez, j'ai des patients qui se demandent vraiment s'ils ont un problème, s'ils n'ont pas un problème de folie, ils appellent ça comme ça. Alors que ils ont des symptômes et on trouve rien. Ça dure des années, et ça peut mettre vraiment au plus bas. Alors que s'ils avaient regardé Dr House, c'est un lupus. Exactement. En général. C'est toujours un lupus. C'est toujours un lupus d'un Dr House. On parlait donc de l'hyperactivité motrice et tu disais ça peut être aussi mental, l'hyperactivité. Ouais. Donc ça se traduit comment? Tu es toujours en train de réfléchir à quelque chose ou d'émettre des options, par exemple. On s'est dit on va au resto et puis d'un coup tu dis ou alors c'est ce genre de comportement? Ou c'est juste le disque dur? Alors ce que tu as dit, c'est très juste, c'est le fait de ne pas s'arrêter de penser. Mais c'est pas forcément structuré comme pensée. Oui, c'est ça. C'est pas forcément une revue systématique de toutes les possibilités. Parfois, ça part dans tous les sens, sans but précis, sans structure. Et c'est une hyperactivité non structurée, contrairement à d'autres troubles. Et invasive aussi, c'est-à-dire qu'il ne le décide pas. C'est des pensées qui pop. C'est envahissant. J'ai une patiente qui m'a donné une image que j'aime bien. J'ai vu des trucs Harry Potter là, dans le studio. Elle m'a donné l'image de Harry Potter dans le premier film, où il passe une série d'épreuves. Et à un moment donné, il doit monter sur un balai, attraper des clés. Oui. Et pour elle explique la différence comme ça, avec et sans traitement médicamenteux. Ok. Le calme plat avec les petites clés qui volent avec des ailes. Ouais, juste avant qu'elle parte en vrille, Par contre, quand Harry attrape la clé, ça s'agite vraiment, ça devient une catastrophe. Et pour elle, c'est son état de base. Elle l'explique comme ça. Ok. Et quand elle prend le médicament... Ok, ça lui enlève pas ses idées, mais ça permet de les regarder tranquillement. Ça calme le tourbillon. Ouais. Et souvent, c'est décrit comme l'absence de bouton off.
On n'arrive pas à arrêter le flux de pensée et ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Ouais. Déjà, problème de sommeil qui entraîne encore d'autres problèmes. La latence d'endormissement, elle peut durer des heures. Ouais. Parce que être dans le noir comme ça et penser. En plus, ça emmagasine des troubles anxieux quand on a un contexte qui n'est pas forcément très joyeux. On tourne en boucle et on n'arrive pas à arrêter de penser. Le corollaire à ça, c'est que souvent, on a des patients qui prennent des substances pour arrêter ce flux de pensée. L'alcool, qui marche bien. Ne buvez pas. Avec modération. Mais j'ai des patients qui boivent tous les soirs. Ouais. Parce que mais en ils termes veulent de dormir. solution, en fait, ça a été leur solution. Ouais. C'est de l'automédication. Ouais. On appelle ça comme ça, hein, alors que c'est pas un médicament, mais le cannabis, l'alcool, ça calme un peu ces symptômes-là. C'est catastrophique, surtout quand on ne diagnostique pas, parce que les patients vont faire comme ça pendant des années et des années. Tu te retrouves avec des addictions que tu as du mal à traiter. Ouais, cette hyperactivité mentale, c'est ça. Hein. C'est la pensée qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais, où tu ne peux pas rester tranquille à ne penser à rien. Ouais. C'est pour ça que pour les patients qui ont une forte hyperactivité mentale, j'ai du mal à recommander la méditation. Ouais. Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont se sentir en échec. Ouais. Et l'effort à dépenser pour le bénéfice est trop important. Il y a d'autres choses à faire qui sont plus efficaces. Et le deuxième point de l'hyperactivité mentale, c'est le vagabondage mental. Ça, c'est-à-dire c'est très intéressant, ça. C'est ce qu'on appelle le mind wandering en anglais. C'est le fait d'avoir une pensée qui amène à une autre pensée, qui amène à une autre pensée. C'est l'association plus ou moins heureuse d'idées et ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais, et puis à la fin, tu sais plus comment t'es arrivé là. Ouais. La pensée initiale, tu l'as perdue. Des fois, ça peut arriver pendant une discussion avec quelqu'un, pendant que tu es en train de faire quelque chose. Tu te rends pas compte que ton cerveau est parti vagabonder. Loin. Ça peut durer 20 minutes, 30 minutes. Et ça, c'est très problématique. Moi, je donne une image pour ça, c'est la chanson Les Trois Petits chats. Ouais, oui, trois petits chapeaux de paille. Chapeau de paille, paillasson, somnambule, etc. Et à la fin, le somnambule, ça n'a rien à voir avec les trois petits chats. Ouais. Tu sais plus comment t'es arrivé là. C'est très fréquent. Ça aussi, c'est envahissant. Là, je comprends. Hein. Du coup, on reprend un peu la phrase de la vidéo avec plusieurs points. J'ai 1000 questions à te poser, Jonathan. Dis-moi, je t'écoute. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes TDAH avant, ou est-ce que c'est une illusion qu'on a du fait que déjà, ça se diagnostique, alors qu'avant, on le faisait peut-être moins, ou on était moins compétent pour le faire, et du fait aussi qu'on en parle, et quand on en parle, on a l'impression, on a cet effet de halo que c'est plus présent. Ouais. C'est une très bonne question. Parce que on n'a pas de chiffre de prévalence antérieur. Par contre, on sait que le TDAH existe depuis très longtemps. Okay. Dans nos archives médicales, on a des descriptions de tableaux cliniques qui ressemblent au TDAH qui remontent à plusieurs siècles. Okay. Donc, c'est pas un trouble nouveau. C'est pas une nouveauté, c'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer. On le catégorisait pas à l'époque. Exactement. Et c'est juste que on en parle de plus en plus, on en diagnostique de plus en plus parce qu'on est plus formé, on le met en lumière. Et notamment, ce qui joue beaucoup, je trouve, alors, on sort un peu de la médecine, mais c'est le changement de société. Ouais. Et on a une société qui est de plus en plus cadrée, structurée, stricte, qui impose un cadre et des règles de plus en plus compliquées. Et ça, c'est un terrain parfait pour faire décompenser un TDAH. Ouais, bien sûr. Parce que le TDAH est un trouble contextuel. Il y a certaines parties du monde ou certains endroits, certaines tribus où le TDAH est un avantage. Oui, il va être épanoui au contraire et ça va être très bien pour l'équipe. On s'est même rendu compte que dans certains cas, c'est un avantage évolutif. Ouais. Dans la sélection, ça a été un avantage. Dans nos sociétés occidentales, c'est une catastrophe. Ouais. Un employé de bureau avec un TDAH, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Alors, on le diagnostique plus parce qu'on le met plus en lumière. Et je prends aussi en compte le changement de société qui fait que les gens qui n'auraient jamais eu de problème dans leur vie il y a 200, 300, 400 ans, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ça, je trouve ça fascinant, mais ça m'emmènerait sur une autre discussion où j'ai... c'est une intime conviction, mais que beaucoup de troubles qui ont pu être utiles à l'évolution, donc ont été gardés en fait dans la sélection génétique de l'évolution, s'expliquent comme ça. Quoi. Pour moi, je me dis, par exemple, si quelqu'un devait veiller à la sécurité d'un groupe, quoi de mieux qu'un paranoïaque, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je dis à chaque fois, on peut avoir un avantage dans son trouble, dans son déficit, qui peut devenir un talent. Quand même. C'est vrai. C'est encore une autre discussion, ça. Et l'autre question que j'avais à poser, du coup, toujours par rapport au titre de cette vidéo, c'est comment on pourrait casser un peu les idées reçues qu'il y a sur le trouble de l'attention. Encore une fois, ceux qui en ont un peu marre d'en entendre parler se disent c'est un truc à la mode, tu vois. Je me dis que
peut-être, au-delà des personnes comme nous qui en parlons là, c'est-à-dire moi qui m'intéresse et toi qui connais, est-ce que ceux qui ont un TDAH, on leur explique comment en parler, comment le présenter, tu vois ? C'est une bonne question. Alors, on leur explique, on leur demande de comprendre eux-mêmes leur fonctionnement. Oui. Mais après, de savoir le retransmettre facilement, c'est toujours très difficile. Ouais. C'est toujours très difficile. Et c'est une problématique que mes patients rencontrent souvent. Souvent. Et ils me demandent parfois des fiches synthèse. Ouais. Ils me demandent en quelques lignes comment je peux expliquer à mon patron, à mes collègues. Ouais, c'est ça. Parce que ça va passer par cette éducation-là. Ils prennent pour un paresseux, pour un feignant, je me cherche des problèmes, etc. Oui, aujourd'hui, je crois que quand quelqu'un te dit je suis TDAH, je pense qu'il doit être souvent confronté à allez, encore un, truc il se cherche des excuses, etc. Ouais. Moi, ce que je dis à mes patients dans ces cas-là, écoutez, listez les symptômes et donnez des exemples. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Donnez des exemples pour qu'ils comprennent bien le problème que ça pose dans votre vie. Parce que si on parle de oubli fréquent quotidien, l'objet. Ouais. Oui, bah moi aussi j'oublie mes clés, moi aussi j'oublie mes trucs. Oui, on revient sur l'effet Barnum de tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que ça t'arrive 3 fois par semaine ? Est-ce que tu as déjà fait 4 fois opposition cette année sur ta carte bancaire ? Est-ce que tu as déjà essayé ton four allumé 24 heures ? Est-ce que, des trucs comme ça. Est-ce que tu as laissé la fenêtre ouverte alors qu'il y avait un orage et que tu as fait une inondation chez toi ? Des choses comme ça. Donnez des exemples concrets du retentissement que ça a chez vous. Ouais, les vraies conséquences que nous, on ne connaît pas justement. Donc, les gens qui doivent expliquer ça autour d'eux, insister sur la sévérité et la fréquence des symptômes. C'est une super clé que tu donnes. Ouais. Pour le reste, les gens qui ne veulent pas comprendre, voilà. Il n'y a pas plus fort que celui qui ne veut pas entendre. Ah oui, mais là, on retrouve d'autres biais. Quoi. Parlez avec ceux qui sont disposés à vous écouter. Et pour l'étape d'avant, c'est-à-dire moi, je pense que j'ai un trouble de l'attention. Je commence à entendre plein de trucs. Je me dis, mais je crois que j'en ai un. Je commence à m'auto-diagnostiquer. Ce n'est pas le cas. Hein. Je vous dis, je suis un exemple là. C'est quoi que je dois faire ? Est-ce que je vais chez mon médecin généraliste ? Est-ce que je cherche un spécialiste comme toi ? Alors moi, je suis généraliste. Tu es un généraliste à la base. Je suis médecin généraliste, ouais. Oui, c'est vrai que je te spécialise avec tout. Non, mais c'est tu fournis beaucoup de choses. J'ai une appétence particulière pour le TDAH. Mais allez voir votre généraliste en premier lieu. Essayez quand même de préparer votre consultation. Okay. Parce qu'il y a fort à parier que vous allez tomber sur un médecin qui n'est pas bien formé sur ce trouble-là. C'est un trouble qui est pas très bien intégré dans le monde médical. En tout cas, il appartient au généraliste de le détecter, de le diagnostiquer, c'est ça ? En théorie. Et la formation médicale sur ce sujet-là, elle est vraiment... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir un psychiatre ou pas ? Non, plutôt un généraliste quand même. D'abord un généraliste. Ouais, d'abord un généraliste. Parlez-lui de vos problèmes. Faites ce que je vous ai dit là. Donnez-lui les symptômes que vous avez, les problèmes avec des exemples. Dites-lui que ça pose problème dans votre vie. Ouais. S'il ne se sent pas apte, si c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas bien, il vous enverra chez un psychiatre. Chez un confrère. Ouais. Parce que généralement, votre généraliste, il a quand même un réseau et il sait quel psychiatre peut vous aider ou pas. Parce que même dans le monde psychiatrique, il y a des psychiatres qui ne prennent pas en charge le TDAH. Ouais. Donc, mais tant mieux que chacun sache sa limite de compétence. Exactement. Et pour éviter d'attendre 6 mois, 1 an, une consultation chez un psychiatre pour découvrir qu'il ne prend pas en charge votre trouble, demandez à votre médecin de vous orienter au bon endroit. Oui, c'est-à-dire que soit lui, il est bien formé, il connaît son sujet, soit il connaît les bonnes personnes sur lesquelles vous orientez. C'est ça. Et effectivement, et comme c'est prescrit, c'est plus facile d'accès, c'est ça en plus. Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est important de le dire. Est-ce que ça peut avoir un avantage donc, dans le quotidien ? On a un peu contourné ça tout à l'heure, le fait d'avoir un TDAH. Bien sûr. Bien sûr. Comme on disait, ça peut être un avantage. Ça a été un avantage sélectif dans certaines circonstances. Mais c'est vrai que la conformation, la cognition d'un TDAH, elle peut dans certains cas être vraiment un avantage. Notamment dans les professions qui sont créatives, qui sont entrepreneuriales, où il n'y a pas de cadre strict, où on a besoin d'être un peu aventurier. C'est vrai que dans la description du spectre du TDAH, on a une flèche aventurier. Il y a un mode aventurier qui va pousser la personne à explorer. C'est vrai que son hyperactivité, son impulsivité, sa curiosité, sa recherche de nouveautés va l'entraîner à chercher des nouvelles passions, à faire des relations que les autres n'auraient peut-être pas faites, à s'aventurer dans des endroits
qui n'ont pas encore été explorés, des endroits pas forcément physiques, hein, des endroits mentaux, des choses, des idées, des nouveaux business, des choses comme ça, quoi. Ça peut être très intéressant. Que tu regardes sur Netflix, il y a un film qui s'appelle Spider-Man. Là, tu te dis oui, c'est un Marvel. Non, pas du tout. C'est un documentaire sur l'homme araignée. Le voleur. Qui grimpe sur les gratte-ciel, là. Non, même pas. Non, alors moi, à la base, avec ma compagne, on croyait que c'était là-dessus. Pas du tout. C'est sur un autre gars qui se faisait appeler l'homme araignée, qui est un voleur en fait, et qui a dérobé des tableaux au musée des Arts modernes à Paris. Et il y a tout un film sur lui, raconté par lui, qui a purgé ses peines, etc. Et j'aimerais bien ton pseudo-diagnostic, parce que je sais que tu as vraiment besoin de plus parler avec la personne, mais tout ce que tu viens de dire, je me dis, parce que plein de fois dans le film, je me dis, mais lui, il a quelque chose qui ne fonctionne pas comme nous, parce que ça nous ferait peur, et lui, il va le chercher. Je vois bien qu'il ne cherche pas le gain à ce moment-là, il va chercher sûrement autre chose, et ça correspond au côté un peu aventurier dont tu parles, quoi. Donc, je pense que c'est ces personnes-là qui ont des comportements où des fois, nous, on se dit, oh là là, j'aurais jamais osé prendre ce risque ou aller dans cette direction, et que du coup, le TDAH le permet, parce qu'en fait, il se nourrit dans ce cas-là de ça. Pas forcément pour voler des tableaux. Mais... non, on peut faire des trucs productifs avec. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un exercice que j'avais essayé de faire chez moi, d'essayer de diagnostiquer les personnages de fiction. Ah, génial. Et c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Bon, le français typique, un peu ancien, c'est Gaston Lagaffe. Ouais, bien sûr. 1000%. 1000%. Mais après, dans des séries beaucoup plus récentes, dans The Office, par exemple, Michael Scott, il a un TDAH. C'est sûr. Moi, c'est certain. Ce mec a un TDAH. Non, mais... ah oui. Non, même moi, là, je suis pas médecin, mais tu vois, on avait essayé de diagnostiquer des gens comme ça, puis c'est... Est-ce que tu penses que Léonard de Vinci en avait un ? C'est une question que je me suis 100%. Vraiment posée. Ouais, j'en suis convaincu. C'est trop d'un sujet à un autre. J'en suis convaincu. Pas de la concrétisation du projet, mais j'ai vu qu'il avait mis 20 ans à finir la Joconde. Puis on a même eu des traces écrites de son apprenti qui expliquait que son atelier, c'était un bordel pas possible et que 90% de ses projets, il les avait jamais terminés. Ouais, c'est ça. Donc il commence un truc, il pense à autre chose, il fait autre chose. Mais c'est un esprit de génie. Alors, c'est vrai que... Non, mais c'est ça aussi que ça montre, quoi. C'est pas une question d'intelligence, en tout cas, quoi. Alors, il faut faire attention à ne pas confondre TDAH et capacité intellectuelle. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout corrélé à l'intelligence. Parce qu'on a des personnes qui ont un TDAH qui ont des QI bas, d'autres qui ont des QI très élevés. Et malheureusement, ceux qui ont un QI, enfin, heureusement pour eux, mais malheureusement pour les autres, le quotient intellectuel élevé permet de beaucoup mieux compenser son trouble et de le rendre beaucoup plus productif. On peut le sublimer. On arrive un peu à cadrer, à mettre en place des mécanismes pour mettre à profit son fonctionnement atypique. Mais dans certains cas, c'est un avantage extrême. Et Victor Hugo ? Ah, ça, je sais pas. Moi, je pense que c'était plus un feignant qu'un TDAH. Ah, tu penses ? En fait, Victor Hugo, c'est avéré, quand il devait écrire Notre-Dame de Paris, donc il avait reçu une avance pour cette commande, etc. Il n'avançait pas, donc son éditeur avait menacé en fait de lui faire des problèmes avec la justice pour qu'il rembourse. Il s'est dit, il faut que je l'écrive. Et du coup, il s'enfermait chez lui, il donnait tous ses vêtements, l'ensemble de ses vêtements à ses employés de maison. Et ils avaient ordre de sa part de lui rendre ses vêtements que quand il avait fini un chapitre. Et sinon, en fait, il allait faire la fête. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'était pas vraiment un TDAH. Ouais, peut-être. À creuser. En tout cas, de traduction à rentrer un jeu. Mais c'est génial. T'en as fait un format, ça, de... Est-ce que potentiellement... J'y avais pensé. Ce serait si je le garde en mémoire, j'avais déjà... j'ai quelques scripts que je les tourne. C'est génial, quoi, tu vois. Un autre, très intéressant, toujours Harry Potter, Neville Londubat. Ah ouais ? Neville Londubat. Parce que quand même, il a sa passion pour les plantes. Il a un TDA. Sans hyperactivité, mais il a un TDA. La scène du rappel-tout, elle est magique. Ah oui, bah oui. Il a la boule qui se transforme en rouge. Et il a oublié un truc, mais il a oublié ce qu'il a oublié. En vrai, ce serait passionnant. Ce format, moi, j'en suis déjà fan, je te le dis. Est-ce que quand on a un TDAH, ça se voit forcément, pour rebondir sur ce que tu dis ? Non, ça se voit pas forcément, notamment dans le cas du TDA, sans l'hyperactivité, d'autant plus chez les filles. C'est un sujet qu'on étudie de plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte que les petites filles étaient beaucoup moins diagnostiquées que les garçons. Si tu veux, on a un sexe ratio, c'est-à-dire le pourcentage d'hommes et de femmes diagnostiqués qui est de 4 sur 1 dans l'enfance, 4 garçons pour une fille, et à l'âge adulte, on est à 50-50.
Et en fait, on se rend compte que dans la petite enfance, en gros jusqu'à l'adolescence, le TDAH chez les filles, il passe inaperçu parce qu'elles sont plutôt sur le versant inattentif, elles sont dans leur bulle et elles ne sont pas perturbatrices. Okay. Elles n'ont pas cette hyperactivité motrice qui fait chez tout le monde. Et elles sont dans leur bulle, elles regardent par la fenêtre, elles pensent à autre chose. Puis elles sont plutôt studieuses, et puis voilà, ça se passe bien. Et peut-être qu'en plus, ça croise quelques stéréotypes. C'est-à-dire que si à la maison, elle part beaucoup, on dit c'est une pipelette. Tu vois, il y a ça aussi. Quoi. Bavardage pour une petite fille, c'est pas un problème. Ouais, voilà, c'est ça. Toutes les petites filles ont marqué bavardage dans leur carnet, et puis voilà, c'est comme ça. Ah, c'est hyper intéressant de prendre ça. Est-ce que le TDAH, c'est souvent, je ne sais pas du tout, je creuse avec toi, mais est-ce que c'est souvent associé à d'autres problématiques comme la dyslexie, du trouble autistique, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Trouble 10 Oui, tout à fait. Alors, c'est un trouble du neurodéveloppement, du neurodéveloppement, pardon. Et comme tous les troubles du neurodéveloppement, il est rarement seul. Quasiment plus d'une fois sur deux, on trouve un autre trouble avec, ce qu'on appelle un trouble comorbide. Comorbide, c'est un terme un peu dark, mais ça veut juste dire qu'il y a un autre trouble en même temps, simultané. Et tous les autres troubles du neurodéveloppement sont comorbides. On a beaucoup plus de TSA, donc troubles du spectre autistique, chez les gens qui ont TDAH, et vice-versa. Beaucoup plus de troubles 10, donc dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, dysmachin. 10h20, rien à voir. Voilà. Je n'ai jamais pensé celle-ci. Tu vois. On a le même humour en jeu. C'est un peu un humour de merde. C'est ça, c'est exactement ça. C'est mon type d'humour. Et on a aussi les autres troubles, mais qui sont vraiment des troubles psychiques. Donc troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles bipolaires, troubles de personnalité borderline, troubles d'addiction. Tout ça, c'est beaucoup plus comorbide chez quelqu'un qui a un TDAH que chez quelqu'un qui n'en a pas. Trouble du comportement alimentaire aussi. Plutôt sur le versant de l'hyperphagie, de la boulimie, à cause du déficit d'inhibition. On n'arrive pas à s'empêcher de manger. De se dire non, là, c'est bon, j'arrête. C'est un vrai problème de barrière en plus. Le cas typique, c'est tant que j'ai à manger devant moi, j'arrive pas à arrêter. Juste pour terminer, c'est quoi la différence entre un trouble d'attention et un problème d'attention? Je pense que ça peut être bien de terminer sur des basiques en fait comme ça. Oui, c'est très important, parce que, comme on disait tout à l'heure, même si on se reconnaît dans les symptômes, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble. Le TDAH, c'est un terme médical, c'est un diagnostic médical. C'est bien de le rappeler. Ça ne désigne pas un comportement. Ça désigne un trouble, ça désigne un problème. En médecine, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble. On peut cocher toutes les cases de tous les questionnaires de TDAH. Si on n'a pas de problème dans la vie, vous n'aurez jamais de diagnostic. Le diagnostic, il a 5 critères. A, B, C, D, E. Les symptômes, la chronologie, etc. Et parmi ces 5 critères, c'est vous devez avoir un retentissement négatif dans au moins 2 domaines de votre vie. Ce qu'on entend par domaine de la vie, c'est domaine scolaire, universitaire, professionnel, amoureux, amical, judiciaire, financier. Vous devez nous expliquer, nous montrer qu'il y a un problème dans votre vie. Parce que sinon, quel est l'intérêt? Et dans 2 domaines, comme ça. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est pour être sûr que ce ne soit pas un trouble vraiment très contextuel. Un problème dans un domaine particulier, mais que c'est un TDAH, donc un fonctionnement particulier. Par exemple, tout ce qui est dans le domaine scolaire, je redouble. J'ai des mauvaises notes, j'arrive pas à me concentrer. Je vais rater mes études. Je vais pas pouvoir me lancer dans la carrière qui me plaît. Je me fais virer de mes jobs parce que je suis en retard tout le temps, parce que je suis agressif avec mes collègues, mon patron, ou j'ai des poursuites judiciaires parce que je paye pas mes factures, parce que je les oublie. Voilà, des trucs comme ça. Mais ça doit vraiment poser problème. C'est ça. Sinon, on est sur juste un problème d'attention, c'est-à-dire que j'ai du mal à finir un livre ou mon ado a du mal à finir des livres et à se concentrer à faire ses devoirs. Oui, il a des problèmes d'attention. Est-ce qu'on est sûr que c'est un TDAH? Non, surtout si c'est temporaire, surtout si c'est des fois oui, des fois non. Et la problématique de ça, c'est que où est-ce qu'on met le curseur? Voilà, et que finalement, en plus, il a des bonnes notes. Non, je sais, tu vois, oui, par exemple. Le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur? À partir de quel moment ça devient un trouble? Et là, c'est la zone floue. Et d'un praticien à l'autre, ce ne sera pas la même.
Il y en a qui seront plus laxistes, d'autres qui seront plus durs. On n'a pas de critères factuels. Donc, il n'y a pas un test, je mets une languette sur toi, si c'est bleu, t'es TDAH. Exactement. Alors, c'est le principe des bilans neuropsy, qui sont très intéressants, qui permettent d'objectiver un déficit d'attention, qui permettent d'objectiver des troubles des fonctions exécutives, mais qui ne permettent absolument pas de poser un diagnostic. Pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'un trouble anxieux peut donner un déficit d'attention, un trouble dépressif également. Et donc, ça nous donne des informations qui sont très, très, très pertinentes, très judicieuses, très importantes, mais ça ne permet pas de poser un diagnostic. Le diagnostic, c'est le médecin qui va le poser, et il va devoir se baser un peu sur son entretien. Énormément d'objectivité et un peu de subjectivité finalement sur la fin, surtout si on est sur une zone un peu trouble, quoi. C'est une zone grise incompressible. Ouais, je la comprends tout à fait. Là, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser. Ah ouais? Quasiment, parce qu'après, on pourrait faire des heures et des heures là-dessus. Ouais. Il y a aussi beaucoup de réponses sur l'Instagram, le TikTok et la chaîne YouTube de Jonathan, qu'on vous mettra dans la description. Est-ce qu'il y a des choses, par contre, que tu pensais, des questions que j'allais te poser ou des choses sur lesquelles tu aurais aimé t'exprimer? Tu t'es dit, là, quand tu vas repartir dans le taxi, tu vas te dire, bah, tiens, c'est étonnant, il ne m'a pas parlé de ça, c'est le moment. Parce que ça, c'est le problème de la méconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui est un sachant. C'est-à-dire que des fois, je peux passer à côté d'une question qui serait hyper pertinente ou d'une information que tu aurais aimé donner. C'est une très bonne question. Et parce que c'est des questions, ces discussions qu'on a, elle est un peu différente des discussions que j'ai d'habitude. Parce qu'on a surtout tendance à me poser des questions sur le traitement. Ouais. Comment on traite avec le médicament, comment ça se passe. Et le deuxième point, c'est vraiment expliquez-moi les symptômes. Faites-moi une liste complète des symptômes. Et plus précisément sur le plan médical, c'est expliquez-nous quel est le profil type du patient qui vient chez vous. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Okay. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais les profils sont extrêmement variés. Ça touche tout le monde, toutes les classes sociales. Ouais. Ça peut se présenter de beaucoup de façons différentes. Et souvent, les gens ils viennent consulter pour autre chose. Ouais. Et en final, on se rend compte que c'est un TDAH. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, peut-être alors la partie des symptômes, c'est vrai, j'avais pas demandé des précisions parce que c'est tellement disponible partout aujourd'hui que c'en est peut-être même le problème, puisque comme tu disais, on va se reconnaître dans les symptômes. Donc en fait, voir des symptômes qui n'en sont pas. Hein. Voir des symptômes qui n'en sont pas, exactement. On réécrit après notre propre lecteur personnel. Par contre, oui, au niveau du médicamenteux, sur quoi ça va agir en fait? C'est quoi les principes actifs qu'on va proposer à quelqu'un? Pour l'hyperactivité, j'imagine que c'est quelque chose qui va calmer cette hyperactivité, mais pour le TDA, concrètement, est-ce que ça régule la dopamine? Exactement. Exactement. Okay. Le traitement de première ligne médicamenteux du TDAH, c'est le méthylphénidate. Okay. Sur le plan pharmacologique, c'est un inhibiteur de la recapture de la dopamine. Ok. Je ne sais pas si on a 2 minutes pour que j'explique. Dans le cerveau, on a les neurones qui se parlent entre eux, qui se donnent de l'information. Donc on a 2 neurones l'un en face de l'autre, et il y a un trou entre les deux, c'est ce qu'on appelle la synapse. Et ils se transmettent dans l'information en modifiant la concentration des neurotransmetteurs, qui sont des molécules. Et dans le circuit de la dopamine, chez quelqu'un qui a un TDAH, on va avoir une recapture trop importante de dopamine. On s'est rendu compte que les aspirateurs, les transporteurs de la dopamine étaient hyperactifs ou trop nombreux. Okay. Et donc, le taux de dopamine entre les 2 neurones, il a tendance à chuter très vite. Ok, d'accord, je comprends. C'est pas un déficit en dopamine en soi. C'est juste que ça tombe dans le trou un peu trop vite, quoi. Et ça donne un manque de dopamine et ça provoque les symptômes du TDAH. Parce que la dopamine, tu l'as bien expliqué dans ton livre, ça joue un rôle dans la motivation, dans la régulation de l'attention, des émotions, de l'initiation de la tâche et toutes ces choses-là. Et donc, quand on a cette chute de dopamine dans la synapse, on a le TDAH qui se déclenche. Donc, c'est vraiment un trouble contextuel. Et bien, le médicament, il vient inhiber, il vient bloquer cet aspirateur à dopamine. Donc, ça va permettre de réguler un petit peu, de stabiliser le taux de dopamine. Ok. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu fais pas fabriquer de la dopamine au cerveau, tu t'es pas en train d'altérer. En fait, juste tu coupes un petit peu ce qui provoque cette perte en fait sur le trajet, quoi. Ouais. Moi, je donne l'image d'une baignoire trouée, avec un trou dedans. L'eau, c'est la dopamine. La baignoire, c'est la synapse. Quelqu'un qui a un TDAH, il a un trou.
Et l'eau, elle s'écoule. Ah, la dopamine, elle s'écoule. Le médicament, il bouche le trou. Ouais. Ça fait que ça. Ça n'a pas d'autre effet pharmacologique. Ok. Le méthylphénidate. La cocaïne, par exemple, elle bouche le trou, puis elle remet de l'eau par-dessus. Ouais. Voilà, ça fait c'est pour ça qu'on n'en prescrit pas, en fait, finalement. Pas encore. Écoute, merci pour tout ça. Je vous enjoins une dernière fois déjà à utiliser le mot enjoindre, parce qu'on le fait assez rarement, à suivre les réseaux de Jonathan, parce que c'est très bien vulgarisé, mais en plus c'est fun à lire. Ouais, j'essaie. C'est fun à écouter. Vous avez ça encore une fois dans la description. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi pour ton invitation. C'était un plaisir. Trop cool.